Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Pardonnez-moi. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekama. Merci pour les abonnements, merci pour le partage, merci pour les commentaires. Merci beaucoup. Merci surtout pour le partage. Vraiment, peut-être que partager avec quelqu'un va trouver quelque chose de bien ou peut-être une opportunité pour insulter parce que je reçois aussi des commentaires comme quoi je suis rwandais. C'est intéressant. Alors, je donne un peu l'ossature des choses qu'on va se dire aujourd'hui. D'abord, je vais parler du concert Solidarité Congo. Je vais parler aussi de Messambon comme pape. Je vais parler aussi de la rencontre de Doha. Et puis, je vais comparer le leadership de Paul Kagame et de Félix Tshisekedi. Tout au moins, c'est quelques éléments que j'ai récoltés quand je le regarde, les deux, les réactions par rapport à la crise, parce qu'un leader, on le reconnaît au moment de la crise. Hein? C'est quand il y a la crise qu'on reconnaît un vrai leader. S'il n'y a pas de crise, il n'y a pas guerre, crise économique. Ce sont des crises. Alors à ce moment-là, on saura qu'il y a un leader. D'ailleurs, un président américain, je pense que c'était Truman, qui l'avait dit, si tu ne supportes pas la chaleur, sors de la cuisine. Ça veut dire que c'est au niveau quand il y a la chaleur intense là qu'on reconnaît vraiment un homme, un leader. Et puis, je vais parler aussi de la place de Félix Antoine Tshisekedi dans l'histoire de notre Congo. Là, je me pose seulement la question, je nous pose la question, si Félix Tshisekedi termine cette guerre et qu'il y a la stabilité et la prospérité économique, quelle sera sa place dans l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo? À cette question, je vais tenter de répondre à la fin. Alors, il faut rester jusqu'à la fin. Il ne faut pas seulement regarder 2 minutes et venir écrire des commentaires. Il faut regarder jusqu'à la fin. Ça peut t'inspirer au lieu seulement de critiquer et puis insulter les gens. C'est simple, ça. Alors, d'abord, je parle de ces concerts Solidarité. Je pense que c'est un exemple vraiment, un exemple de patriotisme et puis de solidarité. Pas de solidarité, mais d'intérêt général. Je constate tout simplement que les enfants qui sont nés en Europe sont beaucoup trop patriotes, très attachés à la République. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est ça mon sentiment. Je parle de mes propres enfants qui sont, comme on dit chez nous là-bas, des demi-Dakar. Hein? Alors, mais je constate que ces demi-Dakar aiment le Congo plus que l'Allemagne. Alors, tout simplement. Alors, c'est quelque chose comme ça. Hein? Et c'est ce que j'ai constaté aussi avec nos enfants qui sont là-bas à Paris, à Bruxelles et des choses comme ça. Et c'est ce qui fait que notre cause devient maintenant vraiment une cause africaine. Tout le monde en Afrique est vraiment réveillé, est éveillé si la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, et ça met à mal le Rwanda. Ça met à mal le Rwanda. Alors, moi, je suis même content. Vraiment, je ne peux pas dire content, mais je pense que c'était peut-être mieux pour le Rwandais, vraiment, qu'ils aient eu cette chance-là, qu'on ait déplacé vraiment l'événement au lieu du 7 au 22, parce que vraiment, ça aurait pu éclipser complètement cette histoire des génocides rwandais du 7, parce que c'était un événement vraiment haut à couleur pour la République démocratique du Congo. Je pense qu'il y avait aussi un moment où il y avait Gims avec la sœur chanteuse qui vient de Goma. C'était un moment fort, c'était un moment fort. Alors, vraiment, on ferme la parenthèse. Maintenant, sur cette question, maintenant, on parle de Monseigneur Ambongo comme candidat pape.
Alors, je ne sais pas, j'ai regardé seulement parce qu'il y en avait à peu près 10 et on faisait la description sur chacun de ces candidats. Alors, j'ai regardé 3 et à la troisième position se trouve Monseigneur Ambongo. Le premier, on dit de lui qu'il est déjà dans cette curie-là et puis il a une gestion efficace. Il essaie de maintenir l'Église dans l'unité. C'est lui, le Philippin, ou les Philippines. Alors on dit de lui qu'il est le défenseur des pauvres, des opprimés, marginalisés, et il est pour une église inclusive. Il est sur la même lancée que le pape François. Maintenant, quand on a parlé d'Ambongo, je veux lire pour être précis ce que j'ai écrit. On dit qu'il est influent dans la région de Grand Lac, je ne sais pas, dans la région, et qu'on dit qu'il s'engage pour la justice sociale. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, parce que moi-même, j'ai fait mon doctorat dans les sciences sociales, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, justice sociale. Alors, on dit que non, lui, pour Ambongo, parce que tout ce qu'Ambongo fait et la justice sociale, c'est le contraire. Alors, il y a maintenant, il est pour la réconciliation nationale, point d'interrogation, sa capacité à réunir les communautés et pour son engagement à l'égard du droit de l'homme et de la paix. Alors, en tout cas, dans ce cas-là, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, comme les Anglais disent, give me break. Parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, je ne sais pas, est-ce que je trouve que le Monseigneur Ambongo ou le cardinal Ambongo est trop politique, il est trop cupide, il aime l'argent, il aime les luxes. Souvenez-vous de l'affaire d'Égypte. Hein? Il aime le luxe, il aime l'argent, il est avec les hommes forts, il aime le pouvoir. Alors, c'est pour cette raison, personnellement, je ne connais pas sa doctrine, je ne connais pas quelles sont les actions sociales qu'il a posées, je ne connais pas vraiment une ligne où on peut dire ça, c'est un homme de principe, ça, c'est un homme important. Un homme qui amène les gens à être unanimes sur certains points. Donc, je ne vois pas. Il est seulement dans la controverse. C'est pourquoi je trouve que s'il devient pape, l'Église va entrer à un moment énorme de controverses. D'abord parce que peut-être au Congo, il ne sera pas accepté. Hein? Il y aura deux camps. Il y a des gens qui vont peut-être le soutenir et les gens qui vont allonger et qui vont se contre lui. Par exemple, moi, je vais être contre lui. Et il y aura beaucoup d'autres personnes. Vous comprenez? Donc, ça va être vraiment pas facile à avoir un pape comme ça qui amène la division dans son propre pays. La division, il n'y a pas de soutien et tout ça. Alors, parce que l'impression que j'ai même quand il y avait le pape allemand ici, dans cette région, tout le monde était unanime. Mais malgré qu'il avait quelques problèmes, on parlait plutôt de ce problème. Mais on connaissait ses lignes, ses principes et ce que lui voulait atteindre dans la société. Alors, moi, je ne vois pas vraiment ce que Ambongo a fait dans notre pays qui va influencer, qui va faire que vraiment il devienne influent, même s'il devient pape dans notre pays. Alors, je comprends aussi maintenant pourquoi il a voyagé au Rwanda, parce qu'on dit de lui qu'il est vraiment influent dans la région. Alors je comprends aussi qu'il devient un peu calme et concilié à l'égard du président de la République. Je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais c'est ce que je constate et je remarque un peu. Et je comprends aussi l'idée même du pacte social pour la cohésion, de l'initiative du pacte social, parce qu'on voulait donner de la visibilité à Monsieur Ambongo, la candidature de M. Ambongo comme pape, parce que vraiment, il faut dire qu'il y a la guerre et qu'il essaie d'amener tout le monde, de trouver la paix, de la négociation et tout ça. Ok. À vous d'apprécier. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas à Doha? C'est ça notre troisième sujet. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas à Doha? Alors, la première des choses, maintenant nous connaissons ce qui s'est passé à Doha, quand Tshisekedi, non, je n'aime pas dire ça, quand le président Félix Antoine Tshisekedi s'était rencontré avec Paul Kagame au Qatar.
Donc, la première des choses, si j'ai bien compris, et cela explique maintenant la photo, c'est que le président Félix Antoine Tshisekedi ne voulait pas les saluer. Il paraît qu'Agam a dit quelque chose comme quoi nous sommes de frères, nous allons régler nos problèmes et tout ça. Et Tshisekedi a refusé de serrer la main de Paul Kagame. Maintenant, la photo même explique tout. Quand vous voyez la photo, vous comprenez qu'il y avait, ces messieurs étaient comme sous pression et que Tshisekedi était complètement détendu, hein, complètement détendu. Il n'y avait pas de blic, comme on dit, il n'y avait pas de contact visuel. Lui, il était comme vraiment complètement coincé dans sa chaise. Alors, c'est logique, parce que vraiment, si on te reproche d'avoir tué plus de 6 millions de personnes, 7 millions de déplacés, 1 600 000 enfants déscolarisés, 1 700 000 femmes violées. Okay, je ne sais pas ça si c'est exagéré, j'ai ce chiffre-là de Kalonji TV, mais on parle aussi de 250 000, on parle de 400 000, alors je ne sais pas combien, mais peu importe, 250 000, 400 000, 1 700 000, c'est beaucoup de personnes qui ont été violées. Alors, vous comprenez que c'est tout à fait logique que vraiment, d'ailleurs, je m'attendais à ça. C'est pourquoi ça fait quelque chose quand tu écoutes, que quand ils se sont rencontrés là-bas, le président Tshisekedi est la même personne en privé comme en public. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent devant les gens et quand ils sont en privé, ils se serrent les mains, ils sont en train de rire et tout ça. Et c'est le cas, le problème que moi, personnellement, j'ai avec la Senko. Quand tu vas aller, quelqu'un qui tue beaucoup de gens comme ça, c'est un criminel. Alors vous allez, vous commencez à rire avec lui, vous commencez à dire qu'il nous a soutenus, vous commencez à dire que c'était une bénédiction, l'argent qu'il a donné. On vous corrompt, mais vous appelez ça une bénédiction. Alors, c'est pour cette raison, vraiment, la Senko est vraiment à côté de la plaque. Alors, maintenant, les gens, leurs délégués, la délégation du M23 qui était partie au Canard, selon Kivu Morning Post, je vous ai dit que Kivu Morning Post, c'est une chaîne de M23 parce qu'ils font beaucoup de choses sur M23, bien qu'ils parlent un peu de tout, mais vraiment, les gros de leur réduction, c'est pour vraiment faire la propagande des M23. Alors là, j'ai lu ceci, que les M23 étaient en train de demander des mesures de confiance ou des signes de bonne volonté et qu'il fallait libérer à peu près 700 personnes, mais le gouvernement a libéré seulement 5 personnes et ils disent que les 5 personnes ne sont pas membres du M23. Alors, et c'est pour cette raison qu'il n'y avait pas aussi de déclarations conjointes. Alors, les M23 demandent du mixage et du brassage. Ils demandent qu'il n'y ait pas de poursuites judiciaires. Et dans ces poursuites judiciaires-là, il y a aussi, j'ai lu quelque part ou j'ai vu quelque part, comme ça, ils demandent aussi qu'on lève des enquêtes contre Kabila. Ils demandent des postes au gouvernement. Et puis, le gouvernement a refusé. Ok, je ne sais pas qu'est-ce qui sera la suite. Tout au moins, je sais que la position du gouvernement est claire. Tout au moins, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons un dirigeant qui a une colonne vertébrale et qui peut dire non, qui tient ferme, qui tient vraiment ferme. Alors ça, c'est déjà une chose très, très, très positive pour nous. Hein, pour nous. Alors, ce qui fait que, parce qu'il n'y avait pas d'accord, maintenant, on rentre à la case de départ. On rentre à la case de départ. J'ai lu à la présidence du Togo comme quoi Faure Gnassingbé a commencé à faire des consultations avec le Rwanda. Est-ce que... je ne sais pas si à Doha, ça n'a pas marché. Doha qui a même beaucoup plus d'intérêt, pèse beaucoup plus hein, sur la balance économiquement, hein, beaucoup de moyens de pression à l'égard du Rwanda n'a pas réussi à arracher la paix. D'ailleurs, je pense que même le président Tshisekedi est allé là-bas par respect, par politesse,
à l'égard de ce monsieur-là. Donc, si à Doha, les gens n'ont pas... Pensez-vous vraiment que c'est faux, c'est faux, il y a Sikwe qui va changer quelque chose. Alors, je vois là-bas aussi, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pratiquement pas d'espoir. Alors, c'est pour cette raison que la guerre a repris à Massissi. J'attends qu'ils veulent aller vers Walikale, Kindu, Kalemi, Kisangani. Mais Ndekweleze a parlé d'une histoire de 200 km de Goma, 200 km, non, je ne sais pas si c'est de Goma ou de Bukavu, ça veut dire qu'il parle de vouloir atteindre Kalemi, il parle de vouloir atteindre Kindu et il veut atteindre Kisangani. Tout cela pour faire la pression sur le gouvernement pour qu'il reprenne les négociations. Parce qu'il faut comprendre que le M23 est en difficulté, très en difficulté, parce qu'ils n'ont plus de cash, ils n'ont pas l'argent. Au Rwanda, il n'y a plus l'argent pour faire la guerre. Donc, le M23 est dans une situation difficile. C'est pourquoi leur espoir était ces négociations de Doha. Mais comme les négociations ont capoté, donc ils n'ont plus, vraiment, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Maintenant là. Alors, j'ai regardé aussi Centre TV, j'ai vu là-bas Mike Mukebai. Alors, on lui a posé la même question, lui disait qu'il reste seulement une option, et ce sont les négociations de la CENCO-ECC. Alors, que ce soit pour les M23, que ce soit pour les gens de l'opposition, que ce soit pour Katumbi, Kabila, et même Fayulu, et tous ces gens-là, et même Kagame lui-même, vraiment, le seul espoir que Kagame a maintenant, c'est cette histoire de négociations intercongolais chapeautées par CENCO-ECC. Alors, vous comprenez pourquoi on dit de Monseigneur Ambongo, comme quoi lui, il amène la réconciliation et tout ça. Des balivers. Alors, qu'est-ce que nous pouvons interpréter et conclure de tout cela? C'est d'abord, c'est dans ces contextes-là qu'il faut comprendre. C'est maintenant dans ces contextes que je comprends la déclaration de M. Kousouanika, comme quoi Tshisekedi a seulement 2 semaines pour rester au pouvoir. Je ne sais pas, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, quand il y avait encore autant, ou quand Kizinga est rentré de l'Europe, moi j'étais au Beach Gobila, parce qu'il est venu par Beach Gobila. Alors il commençait à dire des histoires comme quoi, oh je vais envoyer les zoïs, je vais envoyer les abeilles chez le président Mobutu pour les chasser du pouvoir. On a attendu les abeilles, les abeilles. Je ne sais pas, vous vous rappelez, il n'y avait plus d'abeilles. Un jour, il a encore dit une histoire. Alors, on a réalisé, c'est alors moi-même, nous sommes allés l'accueillir là-bas parce qu'il venait, je ne sais pas d'où. Hein? C'est dans ces contextes-là, je comprends maintenant cette déclaration comme quoi le président Tshisekedi a 2 semaines pour quitter le pouvoir ou accepter la cohabitation. La cohabitation, c'est ce que la CENCO veut, une espèce de gouvernement d'union nationale après les négociations et tout ça. Alors, c'est seulement dans ces contextes. C'est un moyen de pression. C'est comme on va envoyer des zoïs, on va envoyer des abeilles. Tshisekedi va partir du pouvoir dans 2 semaines. C'est quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est un moyen de pression. J'ai vu quelqu'un me dire dans les commentaires, comme tu as calculé que ça va être vers les 5 mois, on va voir si ça ne va pas arriver. Les gens rêvent beaucoup, hein. Les gens rêvent beaucoup. Alors, je pense que comme les négociations de Doha, il n'y a plus d'issue, c'est coincé, tout le monde attendait quelque chose là-bas. Alors, comme les négociations aussi au niveau de la CENCO, ça ne marche pas, c'est pourquoi la seule raison, c'est faire peut-être un coup d'État, ou la seule raison, c'est de tuer Tshisekedi, ou je ne sais pas comment vraiment on peut faire que dans 2 semaines, les choses changent, à moins que Dieu intervienne. Quand si Dieu intervient, là, c'est une autre chose. Mais si tant que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots, c'est impossible. Alors, vous voyez que la RDC est présente
dans tous les forums de discussion sur la paix, hein, et il montre de la bonne volonté. L'Angola, Doha, EAC, SADC, Turquie, la RDC a dit non. En Égypte, vous savez, je vous avais dit l'autre fois que Macron était en Égypte et puis Kagame est allé en Égypte. Vous savez que nous, avec les Égyptiens, on a quand même une certaine bonne relation. Je pense que quand ils savaient que là-bas à Doha, ça ne marchait pas, ils cherchent encore un moyen, quelqu'un d'autre qui peut intervenir dans les négociations, aider dans les négociations avec la République démocratique du Congo. On a essayé avec la France aux Nations Unies, ça n'a pas marché. Alors, comme vous voyez la réunion du M23, comme vous voyez, le M23 ne se montre pas coopératif parce que la question la plus difficile, il faut retirer les troupes de la République démocratique du Congo et ils ne sont pas prêts à retirer les troupes de la République démocratique du Congo. Alors c'est là où vraiment ça cloche. Alors, sur ce point, les choses sont maintenant très claires du côté des États-Unis. Une position claire et nette, retrait de troupes rwandaises, les M23 doivent déposer les armes, les pays de la région ne doivent plus s'immiscer dans les affaires de la République démocratique du Congo. Il y a encore cette histoire des résolutions de 2373 qui doit être appliquée. Alors on attendait peut-être que les négociations de Doha vont apporter quelque chose. Maintenant, la seule chose qui reste, c'est peut-être les négociations de Fogna-Singwe et puis les négociations de Senko et CC. Alors, je pense que à cause de ces comportements de M23 et à cause de la position claire des États-Unis, il y aura d'autres sanctions qui vont tomber sur les gens du M23 et sur les Rwandais et aussi sur quelques politiciens congolais comme Kabila. Des sanctions contraignantes. Alors, c'est ce que moi je pense. Je pense aussi que peut-être il y aura même l'intensification de la guerre et qu'il y aura peut-être l'aide de la Belgique ou quelque chose comme ça pour bouter les M23 des territoires occupés. Ok, c'est ça que moi je pense. Alors, c'est dans ce contexte que nous comprenons pourquoi la Senko, la Senko et les ICC ne sont pas vraiment des patriotes et n'ont pas aidé la République. Parce que s'il n'y avait pas cette histoire de dialogue ES, Senko et ICC, hein, et de leur consultation et tout ça, on serait déjà arrivé à vraiment donner des sanctions contraignantes au Rwanda ou même à renforcer, à enfoncer, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit, à appliquer la force pour que la résolution 2373 soit effective. Alors vous comprenez, c'est là où la Senko ne nous a pas aidé et n'a pas aidé la République. C'est pourquoi je pense qu'ils n'aiment pas la République, ils sont contre la République. Alors, à cause de tout cela, je viens maintenant à faire une petite comparaison entre le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, un leader, et le leader rwandais, M. Paul Kagame. D'abord, la première des choses, il faut voir que l'économie rwandaise est vraiment en difficulté. Vraiment en difficulté. D'abord, au niveau politique. Vous savez, j'ai vu quelque part comme quoi les voisins se surveillent entre eux. Quand tu tweets seulement, on lit tous les tweets. C'est ce que moi j'ai écouté, comprendre. Si tu critiques le président, tu vas à prison, des choses comme ça. Imagine combien de gens pourraient aller à prison à Kinshasa à cause des tweets, à cause de critiques et à cause de des insultes à l'égard de Tshisekedi. Imaginez un peu combien de personnes. Oh. Alors, une situation économique très catastrophique.
j'ai vu, je crois, c'est African Network TV, comme quoi ils avaient sorti des bons de trésor. Ils avaient besoin de 7 millions de dollars. Et puis, ils ont sorti des bons de trésor pour vendre 7 millions de dollars. Ils n'ont pas 7 millions de dollars. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils n'ont pas 7 millions de dollars. Ils doivent vendre des bons de trésor. Ce qui a fait que vraiment l'inflation a encore augmenté parce qu'ils sont en train de faire tourner seulement la planche à billets. Hein? Alors, pas de paiement des salaires de fonctionnaires, pas de paiement de soldats. Alors, au Congo, maintenant, au Congo, dans la même situation ici, au Congo, dans notre banque, nous avons 10 milliards de dollars. Et il sort des bons de trésor pour 7 millions. Nous, on a 10 milliards. 10 milliards de dollars. Je l'ai écouté au briefing du ministre de l'économie, mais c'est... Je ne connais plus son nom. Alors maintenant, quand on regarde comment Kagame fait les choses sous la crise, comment Kagame fait les choses, il insulte Tshisekedi, oh, livreur de pizza, idiot, des choses comme ça. Alors Tshisekedi lui répond, tu es manipulateur, tu es criminel, tu es Hitler. Et depuis, il se le calme. Il ne répond même plus. Alors, je ne sais pas, mais j'ai l'impression, dans cette crise, c'est comme s'il y a un bébé et un leader ou quelqu'un qui est adulte dans la maison. Quelqu'un qui est tout le temps en train de crier, de pleurer, de se fâcher, tout ça. Et quelqu'un qui est vraiment toujours calme. Je ne sais pas si vous les remarquez. Hein? Je ne sais pas si vous les remarquez. Hein? Alors, depuis tout ce temps, c'est lui qui va partout pour chercher des négociations, tout ça. Alors moi, je suis arrivé à la conclusion comme quoi Tshisekedi est beaucoup plus fort, beaucoup plus dur que Kagame. Non pas seulement Tshisekedi reste ferme, intraitable, calme, respectueux, poli, mais il ne concède rien. Il a dit lui-même à Paris, là-bas, j'ai suivi deux fois quand il était à Paris, je ne vais pas trahir le Congo. Mais quand il s'agit de frapper, il frappe toujours quelque part et ça fait très mal au Rwanda. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. C'est là où je demande de l'honnêteté intellectuelle au Congo, surtout aux gens qui font des commentaires ici, tout ça. De l'honnêteté intellectuelle et de l'élégance intellectuelle. Si vous remarquez que Tshisekedi est en train de faire quelque chose de bien, alors dites-le, acceptez-le. Il ne faut pas toujours vraiment peindre les tableaux en noir. Pourquoi on ne peut pas reconnaître qu'il fait quelque chose de bien? Par exemple, ce que je vous viens de mettre tout à l'heure, par rapport à Kagame. Regarde comment Kagame est agité, regarde l'attitude de Tshisekedi. Hein? Alors, cela me pousse maintenant à ma question initiale. Qu'est-ce qui va arriver si Tshisekedi termine cette guerre? Quelle sera sa place dans l'histoire de notre pays? Je ne sais pas. J'ai suivi quelques révélations de Kalonji TV sur combien de fois Tshisekedi a évité à la mort et tout ça. Je ne sais pas. Ok, tu sais, ce sont des choses. Moi, je n'ai pas ces documents-là. C'est pourquoi j'ai regardé ça. Je ne peux pas en parler. Mais au moins, tout au moins, il y a ce qui est vrai et qu'il y a 40 M23 qui se sont rendus au Wazalendo. 80%, ça c'était la conférence de presse de messieurs Ngongo, les porte-parole du gouverneur de l'Ituri. 80% de la sécurisation en Ituri. 80%. 80%. Alors, dans l'armée, il y a aussi des réformes. Alors, vous voyez que j'ai vu encore aussi la prestation de serment très émouvant des officiers de l'EFO, très émouvant. Est-ce que vous avez regardé ça? Très émouvant. Alors, maintenant, j'observe seulement, ça c'est une observation, je ne sais pas, corrige-moi, peut-être je suis en erreur. Je constate que après la Deuxième Guerre mondiale,
Avec la France libre, De Gaulle est devenu un homme politique de grande envergure en France, Roosevelt aux États-Unis, Churchill en Angleterre. Je ne sais pas si c'est Staline ou qui était à cette époque-là président en chose ou Brezhnev, je ne sais pas, pendant la guerre. Alors, à cause du fait que Félix apporte la paix, finit la guerre, il y a la sécurité à cause peut-être aussi de ce deal avec les États-Unis. Ok, je pose un peu les décors seulement pour réfléchir. Je vais répéter ce que je voulais dire. Si Félix termine la guerre et les deals américains s'appliquent, prend maintenant être comment on dit, implémenté ou implémenté. Alors, vous choisissez les mots. Alors, il y a la sécurité, il y a la sécurité alimentaire, sécurité physique, les gens dorment, boivent, mangent, habitent bien dans les bonnes maisons. Hein. Alors, il restaure la dignité et la fierté des Congolais. Il y a maintenant aussi, nos militaires deviennent encore beaucoup plus forts. Il y a maintenant aussi des expressions culturelles parce que nous, Congolais, nous avons une culture très forte. Maintenant, même au niveau de foot, il y a des réformes. Peut-être on va à la Coupe du Monde et je ne sais pas comment on va se comporter là-bas et ça se passe bien. Même si ça ne se passe pas bien, mais aller seulement à la Coupe du Monde, c'est déjà quelque chose. Ou rapporter la Coupe d'Afrique, c'est déjà quelque chose. Alors, il y a des emplois et de moyens et puis il y a des hôpitaux pour que les gens se soignent. Comme l'hôpital que j'ai vu, on est allé inaugurer là-bas à Lubumbashi. 120 livres, des choses comme ça. Alors, il nous rassure que quand il va quitter le pouvoir, il va laisser ce pouvoir-là entre les mains d'un autre Congolais. Parce qu'on ne veut plus de Melchisedec, on ne veut plus des gens qui viennent de n'importe quoi, de Banyamulenge ou je ne sais pas quoi, mais un Congolais, c'est lui qui aime le Congo. Il laisse le pouvoir à une personne comme ça. La question maintenant, quelle sera la place de Tshisekedi dans l'histoire de notre pays? Quelle sera la place de Tshisekedi? Voilà. Je ne sais pas, hein, il faut me répondre. Il faut me répondre. Hein? Quelle sera la place de Tshisekedi? Vous savez, moi, personnellement, j'ai dit cela. Je suis pour la démocratie. Qu'est-ce que je dis? Je ne suis pas pour la démocratie. Je dois répéter, je ne suis pas pour la démocratie. Je suis pour la bonne gouvernance. Je suis pour la bonne gouvernance. Donc, on a besoin des gens qui résolvent les problèmes. Or, si Tshisekedi a résolu beaucoup de nos problèmes, qu'est-ce qui va arriver? Ok, voici ce qui va arriver. Ça va faire mal aux gens qui pensent que Tshisekedi va rester seulement au pouvoir pour 2 semaines. Ça va faire mal. Alors, si tu te fâches, c'est ton problème. Moi, je suis en train de réfléchir à haute voix. Tu dois aussi réfléchir à haute voix. Alors, je pense que Tshisekedi va recevoir non pas seulement un 3e mandat, mais un 4e mandat et peut-être aussi un 5e mandat. Et je pense qu'on va changer la constitution. Il n'y aura pas de problème. Je pense que si ce n'est pas les élections, le peuple va les choisir. Si ce n'est pas par les élections, il sera maintenu au pouvoir par les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis vont investir à peu près 200 milliards de dollars et ils ont besoin de la stabilité politique, ils ont besoin de la sécurité et ils ont besoin de quelqu'un qui peut garantir leurs intérêts. Et si Tshisekedi se comporte bien, qui d'autre peut garantir les intérêts des États-Unis? À part Tshisekedi, vous comprenez? C'est pour cette raison que ce soit Senko, que ce soit la France, que ce soit beaucoup d'opposants s'opposent à ce deal avec les États-Unis et même font des pétitions pour que cela n'arrive parce qu'ils pensent que ça va nuire à Tshisekedi, ça va nuire à son pouvoir. Voilà. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez
qu'est-ce qui va arriver si Tshisekedi apporte la paix dans notre pays et apporte la prospérité et amène le Congo à l'émergence économique. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, que le Seigneur vous bénisse.